17h33, je propose que nous y allions. Oui. Et puis, si les gens nous rejoignent en cours de route, c'est pas très grave. Bon, merci beaucoup à tous d'être là ce matin pour ce petit atelier. Je préfère parler d'atelier que de webinaire parce qu'en fait, on va essayer de réfléchir ensemble à des solutions qui répondent à la question et au sujet qu'on évoque aujourd'hui. Donc, comment décarboner nos déplacements en toute sécurité? Vaste sujet. Et donc, il va y avoir en dehors de nous, quatre autres partenaires, Renjoy, Ilevia, Touroule et 2R Aventure qui vont nous aider à répondre à cette question. Ce que je vous propose, comme ça se passe dans le cadre du challenge de la mobilité des Hauts-de-France, et que je remercie d'ailleurs Lucille et Thibaut de nous avoir permis de réaliser cet atelier et de vous avoir ce matin, je propose que Thibaut, vous fassiez une petite introduction sur comment se passe le challenge de la mobilité dans les Hauts-de-France et pourquoi vous organisez tout ça et à quelle fin. Très bien, je vous remercie Sébastien. Bonjour à tous, je suis Thibaut De Bruyne, chef de projet mobilité et urbanisme réglementaire au sein de la CCI Grand Lille et j'appartiens, comme l'a indiqué Sébastien, j'appartiens au comité d'organisation du challenge qui se compose de la CCI Grand Lille et de Réseau Alliance avec Lucille Jansoun. Écoutez, on est ravis de fêter en fait notre 7e édition du challenge qui, vous le savez certainement tous, étant donné que vous vous êtes inscrits, qui permet aux employeurs de la région d'animer dans un moment ludique une promotion des mobilités durables pour les déplacements domicile-travail pour leurs collaborateurs. On souhaitait rappeler en fait dans le cadre de ce challenge nos partenaires historiques que sont... alors, je crois que le PowerPoint ne fonctionne pas. Peut-être rappeler en fait nos partenaires historiques que sont l'ADEME. Alors, je ne sais pas, Sébastien, je n'ai pas le PowerPoint n'avance pas. En fait, on a le PowerPoint en version de travail, mais pas en plein écran. Donc, c'est pour ça que ça défile pas, je pense. C'est pas grave. Dans l'absolu, voilà, l'idée était de rappeler en fait nos partenaires historiques que sont l'ADEME, la région Hauts-de-France, l'AMEL, donc la métropole européenne de Lille et Hauts-de-France Mobilité. On est également fiers d'avoir des nouveaux cette année avec le pôle métropolitain du Grand Amiénois et la SNCF. Faut savoir que cet atelier, en fait, il s'inscrit dans différentes initiatives qu'on a souhaité mettre en place cette année pour cette édition 2021, visant à mieux outiller, en fait, les référents des entreprises participantes. On notera notamment la création des ambassadeurs auprès des différents territoires de la région Hauts-de-France. Donc, on a actuellement 12 ambassadeurs qui sont présents dans l'ensemble des départements, avec cette volonté de créer une véritable dimension régionale à ce challenge qui était peut-être très métropolitain pendant un temps. On notera également notre volonté de s'inscrire dans une démarche plus vertueuse en termes d'environnement via la distribution de nos kits référents. Écoutez, on a beaucoup de choses à se dire et à voir ce matin, donc je vais remercier une nouvelle fois les sponsors participants, et puis je vous souhaite à tous un bon atelier. Merci. Merci Thibaut. Est-ce que vous voyez maintenant la présentation? Oui. C'est parfait. En plein écran, c'est bon? Parfait. Ok, alors on continue. Très bien. Bon, ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un premier tour de table des partenaires qui sont là ce matin, et ce qui va me donner l'occasion effectivement de présenter Noémie Rogeau. Vous êtes la gérante de la société 2R Aventure et vous proposez des services innovants aux entreprises pour les accompagner dans la décarbonation de leur mobilité. C'est justement ça. Sans oublier la sécurité, parce que je pense que c'est un volet important. Est-ce que vous me confirmez tout ça, Noémie? Oui, c'est bien, vous avez bien révisé. Donc, 2R Aventure, on travaille sur les sujets de mobilité durable, notamment en entreprise, depuis plusieurs années, près de 5 ans, si je ne dis pas de bêtises. L'idée, c'est d'apporter des alternatives aux entreprises, aux employeurs d'une façon plus large, pour qu'ils puissent s'offrir des solutions
mobilité à leurs collaborateurs. Donc, on a des solutions sur catalogue qui vont être du vélo de fonction ou du vélo de service, qui sont du vélo partagé. On travaille sur des sujets d'animation et on s'est rendu compte, pour rebondir sur le volet mobilité, que lors de ces animations où on faisait découvrir du vélo à assistance électrique, il y avait beaucoup de personnes qui n'étaient pas très à l'aise, voire pas du tout à l'aise sur un tour de parking à vélo, etc. Et donc, on se rend compte qu'on a une logique de mise en selle qui est très importante et qui permet justement d'accompagner les collaborateurs, etc. Et que cette mise en selle, elle peut être à la fois sur un parking, comme vous voyez là sur la vidéo, mais aussi en ville, etc. Et l'idée, c'est vraiment de se dire que en offrant une solution de mobilité durable, il faut offrir un peu tout l'accompagnement parce qu'aujourd'hui, une voiture, les gens ont le permis et en tout cas, c'est à peu près bordé, etc. Sur les sujets de mobilité douce et décarbonée, on n'a pas forcément tous les clés et donc l'employeur a un rôle de sensibilisation et d'accompagnement en termes de sécurité qui est assez important. Voilà ce que je peux vous dire. Ok, super. Et pendant ce temps-là, on a vu donc la petite vidéo que vous nous avez partagée où on voit effectivement très concrètement comment ça se passe. Merci beaucoup Noémie, vous êtes effectivement là, clairement 2R Aventure est au cœur de ces problématiques de à la fois décarboner nos mobilités quotidiennes vraiment les plus ordinaires, notamment les trajets domicile-travail sur lesquels on reviendra souvent parce que c'est un élément essentiel, tout en essayant de faire en sorte que ces déplacements se fassent en sécurité. Merci beaucoup Noémie. Maintenant, je vais passer la parole à Justine Gosker qui assure le développement commercial de Touroule. Justine, est-ce que vous pouvez nous dire en quoi sécurité et décarbonation sont au cœur de votre offre de service pendant que je lance en même temps la petite vidéo là aussi que vous nous avez gentiment partagée. Je vous passe la parole. Avec plaisir. Oui, merci Sébastien. Alors c'est vrai que nous, du coup, chez Touroule, on était parti du constat que la mobilité était quand même un enjeu majeur face à l'impact environnemental des transports. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on voit émerger pas mal de solutions alternatives à la voiture, comme par exemple le vélo, la trottinette électrique. Et la trottinette, du coup, sur laquelle nous, on s'est plus particulièrement penché, qui est un mode de déplacement qui est beaucoup plus durable, qui permet de gagner du temps, qui permet de gagner un peu sur tous les aspects. Et en fait, malheureusement, on s'est rendu compte aussi que beaucoup de personnes c'est réellement un véhicule avec des obligations et qui fait partie du code de la route par la même occasion. Donc, en fait, notre rôle à nous, ça va vraiment être d'éduquer les utilisateurs ou les futurs utilisateurs à une utilisation plus responsable. Touroule, nous, on est vraiment sur le côté mobilité plus sûre et durable. Donc, nos solutions, elles vont viser à initier le plus grand nombre à la conduite et aux règles de sécurité à respecter, tout en sachant qu'effectivement, il y a une majorité d'utilisateurs en trottinette électrique qui s'en servent pour des trajets qui sont entre 5 et 10 km. Donc, après, dans le cadre de l'intermodalité également, mais c'est des trajets pour lesquels on peut facilement remplacer la voiture. Et nous, on est là justement pour aider les personnes à aller vers ces nouveaux modes de mobilité. Très bien. Merci beaucoup, Justine. C'est très clair, effectivement. Et là aussi, on est, comme avec Noémie, on est dans quelque chose où il y a vraiment convergence absolue. Au départ, on avait fixé le sujet sur la décarbonation en sécurité en pensant d'une façon plus large, mais vous êtes vraiment les uns et les autres des acteurs complètement engagés dans ce processus. C'est vraiment intéressant. Donc maintenant, je passe la parole à Eric Frandebeuf. Voilà. Eric, pouvez-vous nous expliquer pourquoi vos innovations et surtout votre démarche en fait en général va être utile aux utilisateurs de ces mobilités actives et douces, comme on dit. Je préfère le mot actif que douce, d'ailleurs, c'est plus dynamique. Trottinette, vélo, etc. En quoi et pourquoi vous avez créé cette entreprise et puis vous vous préoccupez donc à ce point justement de l'aspect bien particulier dans la sécurité active de vos clients. Et pendant ce temps-là, je vais passer effectivement la petite vidéo d'un reportage qui a été fait par France Télévisions sur votre activité. Bonjour à tous. Donc, effectivement, je suis le dirigeant d'une toute jeune start-up qui s'appelle Renjoy, dont la vocation est de concevoir, de faire fabriquer et de commercialiser des équipements innovants pour le vélo, contre la pluie et pour la visibilité du cycliste.
Alors, effectivement, la visibilité et puis le problème météo, c'est les deux premiers freins hein, qui sont mis en avant par les utilisateurs quand ils se posent la question de prendre ou pas leur vélo. Il y a une étude récente hein, d'une université de Valence en Espagne qui nous dit que ce sont les deux freins, la pratique du vélo, mais à ex aequo, tout ce qui est météo et puis accidentologie. Voilà. Les deux étant d'ailleurs plus ou moins liés. Donc notre vocation, bah, c'est tout simplement de proposer des solutions pour faciliter la pratique du vélo au quotidien. Donc là, vous pouvez voir effectivement à l'image notre produit principal, hein, qui est un équipement de protection contre la pluie. Oui, je trouve ça très intéressant ce que vous avez expliqué, d'autant que j'ai la chance d'habiter dans une ville de province, Angoulême, qui a beaucoup de relief. Et les gens pensent souvent que c'est le relief qui est le premier ennemi du cycliste. Et clairement, les deux premiers ennemis du cycliste, comme vous l'avez rappelé, et d'ailleurs de la trottinette, des déplacements en général actifs, encore une fois, c'est plutôt la météo et les risques d'accident, bien plus que le relief, en fait. Bien avant le relief. On aime bien transpirer un peu, en fait, c'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, Eric, pour cette première et rapide présentation. On voit effectivement votre première innovation qui s'en va maintenant. Maintenant, je vais passer la parole à Sylvain Chapeau. Bonjour, Sylvain. Pour décarboner nos déplacements, on va devoir à l'avenir utiliser beaucoup plus, effectivement, les vélos et les trottinettes, mais aussi les transports en commun. On sait qu'il y a eu, d'ailleurs, au moment de la crise sanitaire que nous avons connue, un problème avec les transports en commun, où il y a eu malheureusement un report modal un peu négatif qui s'est passé des transports en commun vers les transports particuliers et individuels. Donc, quand c'était vers le vélo ou la trottinette, très bien, mais ça a été aussi un petit peu vers la voiture, et ça, c'était une moins bonne chose. Les transports en commun sont un maillon absolument essentiel justement de la mobilité décarbonée, ou moins carbonée en tout cas. Il faut vraiment qu'on aille là-dessus. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment Ilévia, et puis votre maison mère Keolis aussi, puisque vous êtes impliqué fortement dans ces problématiques de sécurité et de déplacement, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelles sont vos politiques et vos actions en la matière? Très bien. Bonjour à tous. Donc, j'espère déjà que vous m'entendez bien. Est-ce que c'est le cas? Parfaitement, en tout cas de mon côté. Parfaitement. Très bien. Alors, on va présumer que c'est le cas pour tout le monde. Donc, merci de m'avoir convié. Je suis Sylvain Chadefaud. Je travaille à Ilévia Keolis, Lille Métropole, notamment sur tous les aspects de sécurité routière et de sécurité au travail pour nos salariés. Lorsque vous dites que la sécurité, enfin vous parlez du sujet de la sécurité routière, chez nous, c'est pas un sujet, c'est vraiment une composante de notre métier, puisque rien que sur la métropole, Keolis Lille Métropole, donc Ilévia, parcourt à peu près, rien que pour le bus, 19 millions de kilomètres par an. Donc c'est un chiffre qui est assez énorme dans des rues qui ne sont pas toujours évidentes à pratiquer pour nos véhicules. Donc voilà, la sécurité de nos conducteurs est vraiment une composante de notre métier et nous sommes vraiment structurés autour de cette démarche sécurité-là. On a en interne plusieurs unités de bus avec du personnel dédié qui va répondre aux problématiques de sécurité par bien deux aspects. D'abord les aspects de prévention pour essayer d'éviter tout type d'accident qui se soit déjà produit ou qui ne se serait jamais produit. Donc cette prévention-là, c'est de la formation, c'est de la sensibilisation, c'est aussi des équipements techniques que l'on met sur nos véhicules. Et puis, deuxième action, deuxième pan de notre sécurité, notre démarche sécurité en interne, c'est tout ce qui est les retours d'expérience quand on a des accidents, des événements qui se produisent, de pouvoir tirer les bons enseignements et réussir à faire en sorte que tout ça ne se reproduise pas. Donc ça, c'est notre démarche en interne. On est donc, comme je vous le disais, très bien structuré pour ça. Et en plus, on a la chance d'être filiale d'un grand groupe international qui est Keolis. Et il faut savoir que la sécurité aussi chez Keolis, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement prépondérant. On a
plusieurs groupes de travail, notamment donc internationaux, dont un dans lequel j'ai la chance de participer, qui travaille sur tous les aspects sécurité routière que l'on peut trouver dans les réseaux, aussi bien en France qu'à l'international. Et l'objectif de tout ça, c'est de réussir à pouvoir tirer les meilleurs enseignements pour faire grandir la sécurité et toujours dans cette optique d'éviter le maximum d'accidents et de sinistres qu'on pourrait avoir. Je vais juste dire un dernier petit point, parce que vous parliez tout à l'heure de décarbonation, je vais parler de ça. Alors rapidement, si je prends rien que pour la métropole, lorsque vous mettez quelqu'un dans un bus, en moyenne, il va émettre, entre guillemets, 2 à 3 fois moins de CO2 équivalent par rapport à un transport en véhicule type automobile. Et si on prend tout type de mode chez nous, donc métro, bus, tramway, essentiellement nos modes principaux, là on tombe à 5 à 6 fois moins de CO2. Donc on est vraiment, comme vous le disiez en introduction, un maillon, à mon sens, essentiel de cette décarbonation de nos transports. Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup Sylvain. Je sais que vous aurez l'occasion tout à l'heure de détailler encore sur des sujets plus précis. Mais en tout cas, merci pour cette présentation très claire des transports en commun du Grand Lille. Donc maintenant, je vais rapidement vous présenter Easy Driver, la société pour laquelle je travaille. Je suis donc fondateur d'Easy Driver. Je vais vous lancer une petite vidéo qui va vous montrer un petit peu ce qu'on fait rapidement, en coupant le son puisque ça n'a pas un grand intérêt. En fait, on a mis au point une pédagogie particulière dans la sensibilisation et la formation à la prévention du risque routier. Et ça prend des formes différentes qui vont de tests de positionnement pour savoir un petit peu à quel type d'usagers de la route on fait face, jusqu'à des modules de formation qui sont entièrement en vidéo, sonorisés, 3D, etc., qui sont des espèces de micro-modules qui permettent d'aborder un grand nombre de thèmes liés à la route, aussi bien d'ailleurs pour les déplacements en véhicule thermique, en voiture, des choses comme ça, mais également il y a des modules concernant les vélos et leur cohabitation d'ailleurs avec les autres véhicules, mais aussi avec les trottinettes. On s'intéresse effectivement beaucoup à tous ces modes décarbonés ou moins carbonés qui vont effectivement à l'avenir prendre énormément de place dans nos déplacements, c'est absolument certain. Et enfin, nous organisons régulièrement des webinaires et des ateliers, un petit peu comme aujourd'hui, mais très évidemment beaucoup plus centrés sur des problématiques qui sont propres à nos clients sur effectivement ces sujets graves et importants de la sécurité routière, du comportement de chacun et de la façon dont on peut faire baisser l'accidentologie tout en faisant baisser aussi notre empreinte carbone. Voilà, alors je ne vais pas me remercier parce que ça serait un petit peu gonflé. Et maintenant, on va passer à l'étape suivante, si je puis dire. En introduction de ce dont on va parler de nouveau avec quatre, j'avais envie de vous faire un petit panorama un petit peu complet sur la sécurité et le déplacement. Alors évidemment, en quelques minutes, on va être obligé de faire vite. Et surtout, si vous avez envie d'intervenir, n'hésitez pas. Il y a des moments où je poserai la question. S'il y a quelque chose qui vous fait réagir. Voilà. Donc, la première chose dont je voulais parler, c'était de l'espace public, parce qu'en fait, l'ensemble de nos déplacements se font dans un espace public. Il se trouve que cet espace, c'est une ressource commune à nous tous, mais elle est à la fois limitée et assez rigide. Alors, si je pense à la rigidité, c'est parce que c'est assez difficile d'écarter les immeubles. Et vous voyez, sur l'image que nous voyons là, repousser les immeubles de 5 mètres, ça serait bien pour créer peut-être plus de voies de circulation, mais ce n'est pas simple. Et c'est une ressource qui est commune et qui, comme vous le voyez sur une image comme ça, elle peut être utilisée par des piétons. On voit quelques deux roues à l'horizon, des voitures, bien entendu, et des véhicules de livraison, des transports en commun. Là, en l'occurrence, c'est plutôt un taxi, mais voilà, peu importe. Et en fait, et évidemment des piétons, mais aussi, comme vous le voyez à l'image, de la végétation, des arbres, des choses comme ça. Et donc, cette ressource qui est vraiment l'élément essentiel de nos mobilités, c'est quelque chose auquel on doit réfléchir. On a rarement l'occasion de le voir d'une façon vraiment holistique et de se dire comment est-ce que je fais pour utiliser cet espace public. Et le problème, c'est que l'espace public, comme il est limité, comme on l'a vu, est rigide,
quand on prend de l'espace pour le donner à un mode, en l'occurrence, vous voyez une très belle voie de bus qui, je pense, est à Paris, avec aussi partagée par les cyclistes, eh bien, fatalement, ça revient à en prendre aux autres. Et là, quand on voit, par exemple, l'exemple de ce tramway, un tramway, par exemple, c'est un transport en commun qui est très efficace, mais qui a comme caractéristique de prendre pas mal d'espace public aux autres modes, parce qu'on ne peut, a priori, pas se servir de l'espace qui est réservé au tramway pour les autres modes. C'est donc quelque chose qui a, le fait de donner de l'espace à un moyen de transport en prend aux autres. Ce qui s'est passé dans les années 50 à 2000, siècle précédent, c'est qu'en fait, on a donné énormément de place aux véhicules individuels et significativement à la voiture, en fait, là-dedans. Et c'est la voiture qui a modelé et qui a occupé l'ensemble de l'espace public, en tout cas une très grande partie. Je ne sais pas si vous vous en rendez compte, mais aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ce n'est pas tout à fait vrai ce que je vous dis, c'était plutôt hier, puisque le chiffre date de 2017-2018, mais en 2017-2018, avant la fameuse crise sanitaire qui va pas mal changer les choses, 50% de l'espace public était réservé à la voiture et aux deux roues. Je mets là-dedans les chaussées dédiées à la voiture, les parkings aériens et également collectifs, souterrains, etc., réservés à la voiture, et tout ce qui va autour. Donc, vous voyez, c'était absolument considérable. On considère d'ailleurs aujourd'hui qu'on n'est probablement plus qu'à 45%, les chiffres ne sont pas encore précis, ne sont pas encore sortis, on est probablement entre 40 et 45%. Et par exemple, les décisions de la mairie de Paris qui consistent à supprimer la moitié du stationnement en surface va avoir une influence considérable sur l'occupation, effectivement, de la voiture sur cet espace public. On a vu des exemples. Peut-être que les uns et les autres voulaient réagir sur ce sujet. Non, il n'y a pas de réaction pour l'instant. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave. Moi, je rajoute juste un petit élément, pardon, sur cette sensibilisation à la gestion de l'espace public, etc. Il y a notamment un événement qui a lieu mi-septembre un peu partout dans le monde qui s'appelle Parking Day et qui permet justement de s'approprier un petit peu les espaces de parking différemment ou pour faire des dessins ou pour installer des potagers ou pour installer des rues, etc. Et on se rend compte que justement dans les 50% que Sébastien mentionne, il y a énormément de stationnement pour des véhicules qui sont utilisés très peu. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais de mémoire, on est à plus de 90% d'inactivité sur 93% voilà, de stationnement pour un véhicule moyen, oui. Sur ces choses-là. Et du coup, les espaces de stationnement sont une vraie problématique et se réapproprier ces espaces de stationnement, c'est aussi se réapproprier l'espace public. Et donc, voilà, le Parking Day, c'est un événement qui est assez sympa, que vous pouvez mettre assez facilement en entreprise et qui permet de se rendre compte de quel est l'impact qu'on peut avoir là-dessus. Et pour finir, je rajouterais juste un élément, c'est que dans le système français, aujourd'hui, le parking n'est pas considéré comme un avantage en nature, même si on pourrait éventuellement le concevoir comme ça. Et justement, sensibiliser les collaborateurs au fait que vous leur offrez, vous leur mettez à disposition plus ou moins gratuitement en fonction des entreprises un parking qui pourrait servir à autre chose, qui pourrait augmenter leur qualité de travail et leur qualité de vie au travail. C'est pas forcément négligeable et ça permet de les orienter vers d'autres mobilités de temps en temps. Bien sûr. Alors, merci beaucoup, parce que alors ça, c'est une transition idéale pour la dia suivante, effectivement. Souvent, on dit, est-ce que c'est bien de dire qu'il y a concurrence dans les usages? Ben oui, il y a concurrence dans les usages de cet espace public. Et là, jusqu'à présent, on parlait de mobilité, mais il y a aussi des usages immobiles. Le Parking Day en est un très bon exemple. On met des transats sur une place de parking et quelques plantes vertes et on s'installe confortablement. On gratte de l'espace d'immobilité sur de l'espace de mobilité, en fait. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Vous avez tous vu pendant, encore une fois, la crise sanitaire, ce qui a été permis aux cafés et aux restaurants, c'est-à-dire étendre leurs terrasses pour respecter la distanciation nécessaire. Et du coup, on a vu dans beaucoup d'endroits, à Paris notamment, mais pas seulement, en Provence, partout, effectivement, ces cafés et restaurants se mettent à occuper l'espace public à leur profit et au profit de gens qui veulent se détendre, se reposer. C'est un usage immobile de l'espace public. Et cet usage, ces usages, y compris par exemple les piétons ou autres, ils sont souvent mis à mal et gênés par plein d'éléments qui viennent se rajouter. Alors, je n'ai pas trouvé de photos libres de droit, en tout cas,
qui illustre aussi bien que le voulais, mais vous avez tous en tête des éléments et il suffit de sortir de chez vous et je suis sûr qu'en 2 minutes, vous trouvez un exemple extrêmement parlant. Mais en fait, dans l'usage, l'espace public et singulièrement l'espace des piétons est occupé par un nombre incalculable de choses qui vont des feux rouges aux panneaux de signalisation comme on en voit là, effectivement aux bancs publics ou aux sanisettes ou aux choses comme ça, mais ce qui est normal. Mais je ne sais pas si vous l'avez remarqué, et ça c'est quelque chose moi qui me choque toujours, par exemple, les stationnements vélos sont installés sur les trottoirs. Pour la plupart, en tout cas c'est systématique dans la ville où j'habite et je l'ai noté et vu dans beaucoup d'endroits. Et donc c'est un vrai problème, c'est-à-dire qu'en fait on prend aux piétons de l'espace pour garer les vélos. Je suis très favorable aux vélos, rassurez-vous. Mais est-ce qu'on ne devrait pas plutôt prendre de l'espace aux voitures pour garer les vélos, puisque les vélos sont des moyens de locomotion qui sont en concurrence directe avec la voiture. Voilà, c'est des questions qu'on peut se poser, mais l'usage de cet espace public est vraiment quelque chose qui doit et devra nous interroger beaucoup à l'avenir, et on va sûrement assister à une nouvelle répartition de cet espace public, de façon, je pense, en plus assez rapide. Alors, parfois, vous voyez, là je vous ai pris des exemples dans ma ville, c'est peut-être pas sympathique, mais où on voit effectivement comment les modes cohabitent. On voit que c'est parfois dangereux. Donc, sur la partie de droite, vous voyez que, je ne sais pas si on peut appeler ça un trottoir, pourtant il paraît que c'est ça. Et vous imaginez une personne à mobilité réduite, un père ou une mère avec la poussette et son enfant dedans, quelqu'un qui rentre avec des courses, ça peut être assez problématique. Et puis à gauche, on est dans le centre historique, c'est intéressant, c'est-à-dire qu'on a quand même voulu mettre du stationnement, bien que la rue soit extrêmement étroite, et on voit clairement que c'est au détriment des trottoirs. Je rappelle qu'un trottoir doit théoriquement faire 1,40 m de large, dégagé, hein, j'entends. On en est très loin et on peut se poser des questions en termes de sécurité. J'ajoute que cette rue, d'ailleurs, par ailleurs, est limitée à 50 km/h, ce qui me paraît quand même assez curieux. Je ne sais pas comment vous le ressentez. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter là-dessus? Ok, pas pour l'instant. Ensuite, toujours pareil, dans ce partage, cette répartition de l'espace public, au fur et à mesure que ceci évolue, il y a des problèmes de sécurité qui grandissent. Pourquoi? Parce que les usagers de cet espace, qu'ils soient d'ailleurs conducteurs automobiles, qu'ils soient chauffeurs-livreurs, etc., qu'ils soient cyclistes, qu'ils soient piétons, eh bien en fait, ils ne sont pas toujours au courant des évolutions de la réglementation, typiquement du code de la route. Et aujourd'hui, par exemple, un exemple très simple qui pour moi est un des plus frappants, eh bien, toute rue à 30 km/h, sans avoir besoin de rajouter de signalétique, est réputée à double sens cyclable. C'est en fait par défaut. Et puis ensuite, effectivement, à la municipalité de mettre de l'information sous forme du panneau que vous voyez en bas à droite pour signaler cet état de fait. Mais en réalité, même si la signalisation n'est pas en place, mais que la rue est limitée à 30, les vélos peuvent aussi les prendre dans les deux sens. Donc, c'est typique de ce qui n'est pas connu. Vous savez aussi les autorisations d'aller tout droit ou de tourner à droite pour les vélos, les sas à vélo aussi, tout ça. Toute cette signalisation, qu'elle soit au sol ou sur des poteaux en hauteur, est mal connue. Et si je prends juste l'exemple des voitures, voilà, on peut prendre un exemple très simple qui sont les ronds-points, les doubles ronds-points, les ronds-points à deux voies, avec une voie centrale et une voie extérieure. Bien peu de gens savent quand est-ce qu'ils doivent rejoindre la bulle dédiée chez Easy Driver qui vous expliquera absolument tout ça. Donc, voilà, je pense que là, nous avons vu effectivement comment cet usage de l'espace public se partage plus ou moins bien. Et effectivement, quand on voit là un exemple qui doit parler aux Parisiens, comment les choses se passent, on peut se demander si le partage de cet espace public peut se faire en toute sécurité et en toute sérénité. Voilà. Moi, je ne sais pas pourquoi, je n'aimerais pas trop être à la place des cyclistes dans cette situation, d'autant que les automobilistes doivent devenir nerveux et doivent essayer de passer et de prendre leur tour. Ça ne va pas être très simple. Je ne sais pas si vous avez envie de réagir à ça.
Moi, je peux me permettre de faire un petit commentaire parce que bien souvent, dans toutes ces rues et dans toutes ces configurations que vous venez de montrer, on y retrouve aussi nos bus. Donc, c'est quand je vous parlais encore de sécurité et que c'est vraiment notre cœur de métier, faites passer des bus dans des rues du centre-ville avec un véhicule bus qui fait à peu près 1,5 fois la largeur d'une voiture et qui fait entre 12 et 18 mètres selon que c'est un standard ou un articulé. Et vous comprenez tout de suite les grosses problématiques auxquelles on est soumis au quotidien. Je vois bien, je vois bien, et d'ailleurs on va en reparler tout à l'heure avec vous en voyant des exemples très concrets. Bon, maintenant, on a traité la première partie qui est comment partager cet espace public et ces voies de circulation en sécurité, mais le deuxième volet de notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'empreinte carbone. Alors, je vais aller vite parce que je vois que évidemment, nous prenons un petit peu trop de temps par rapport à ce que nous étions fixés, mais je voudrais vous rappeler quelques points essentiels. D'abord, l'empreinte carbone du transport. Souvent, il y a des chiffres un petit peu divers qui circulent là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, le transport, c'est 31% des émissions de gaz à effet de serre d'un individu. Et ce que je veux montrer aussi sur la partie de droite, d'ailleurs ça a évolué, si vous voyez sur le cercle de gauche, entre 1990 et 2019, la part du transport dans nos émissions de gaz à effet de serre est passée de 23 à 31%. Et si vous regardez attentivement, c'est quasiment la seule part de camembert qui a grossi et en fait qui a pris en proportion à tous les autres sujets qui sont l'industrie, le résidentiel, les déchets, etc. Et sur la partie de droite, ce qu'on voit, c'est que dans cette empreinte, ces émissions, pas cette empreinte, ces émissions de GES de transport en France, en fait, les véhicules particuliers, c'est 54%. C'est-à-dire que quand on a l'impression que les poids lourds ou les véhicules utilitaires sont les premiers pollueurs et émetteurs de gaz à effet de serre, en fait, non, ce sont des véhicules particuliers et, il faut le dire très souvent, pour des déplacements d'ordre personnel. Sachant qu'aujourd'hui, l'empreinte moyenne d'une personne en France est de 11,2 tonnes de CO2 équivalent. J'ai pris un schéma où on voit l'équivalent, c'est-à-dire qu'on prend tous les gaz à effet de serre et on les rassemble sous l'équivalent CO2. Et qu'on voit que là-dessus, le transport, ça représente un quart. Donc là, on est vraiment dans l'empreinte, c'est-à-dire qu'on n'est plus dans les émissions directes, mais dans l'empreinte à travers nos achats et tout ce qu'on peut faire par ailleurs. Il y a du CO2 importé là-dedans. Et on s'aperçoit que donc, notre empreinte totale, elle est aujourd'hui de 11,2, encore une fois, je dis en moyenne en France. Et est-ce que vous savez à quelle empreinte nous sommes censés arriver en 2050 ? Je pose la question à tout le monde pour voir si vous êtes au courant, mais je ne sais pas si quelqu'un veut répondre. Je sais qu'il y a des gens qui savent dans l'audience. Oui, en fait, on doit atteindre 2 tonnes en 2050. C'est-à-dire qu'en fait, on doit diviser par plus que 5 notre empreinte. Ce qui veut dire, pour faire quelque chose de simple, qu'en 2050, si vous avez encore une voiture thermique à essence, une petite voiture, une Clio typiquement, vous pourrez faire pour tous vos transports. C'est-à-dire que ça veut dire qu'après, vous ne prenez plus aucun autre moyen de transport, mais pour tous vos transports, en équivalent voiture, si je puis dire, vous pourrez faire à peu près 4700, 4800 km avec votre Clio, et après, vous ne bougez plus de chez vous. En fait, quand on commence à y réfléchir, on s'aperçoit que c'est très compliqué. Aujourd'hui, un Français qui détient une voiture fait en moyenne 22 000 km par an. Donc, ça vous donne un petit peu le... Voilà. Donc, il va falloir effectivement se départir de l'autosolisme. Et ça, c'est amusant, c'est un dessin qui est paru dans un journal néerlandais. Vous voyez un petit peu comment le néerlandais moyen vit l'autosolisme. Il ne le vit pas très bien, en fait. Et là, je vous ai extrait une carte d'une fresque, qui est la fresque de la mobilité, et qui donne des indications, effectivement, sur la façon dont on va évoluer notre mobilité. Alors, ici, on est beaucoup plus, aujourd'hui, on parle évidemment de la mobilité courte distance, parce que ce soit les transports en commun, le vélo ou la trottinette, voire les pieds, effectivement, on est dans des choses courtes. Et vous voyez, par exemple, la mobilité longue distance, qui a un très gros impact sur nos émissions de gaz à effet de serre, eh bien, voilà, aujourd'hui, un Français effectue une moyenne de 6 voyages de plus de 80 km par an, essentiellement pour des motifs personnels. Il va falloir malheureusement que
on aille vers plus de sobriété. Alors, en parlant de sobriété, il y a une des solutions qui serait effectivement le télétravail, qui très clairement et typiquement de la démobilité. Alors, il y a des effets rebonds, nous n'aurons pas le temps de parler aujourd'hui, mais c'est effectivement une piste malgré tout intéressante. Mais tout le monde ne peut pas télétravailler et tout le monde n'a pas envie de télétravailler. Les entreprises n'ont pas toutes envie que leurs collaborateurs télétravaillent. Enfin bref, c'est un vrai sujet social. Je ne vais pas non plus m'étendre là-dessus, mais on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des solutions aussi de démobilité ou d'une mobilité, encore une fois, beaucoup moins carbonée comme celle que nous évoquons aujourd'hui, qui sont à l'œuvre aujourd'hui pour des bonnes et des mauvaises raisons. Et enfin, comme on disait, il faudra moins se déplacer, moins loin. Probablement qu'on prendra des vacances plus locales. On peut, avec un bon vélo en cyclotouriste, faire quelques dizaines, voire quelques centaines de kilomètres pour ses vacances. Il y en a de plus en plus qui le font. On peut en tout cas très facilement prendre le train et on peut embarquer son vélo dans le TER ou sa trottinette. Voilà, évidemment, sa paire de chaussures. Donc, il y aura certainement des solutions qui vont apparaître dans ce domaine-là. Et en gros, ce qu'il va falloir privilégier, c'est exactement ce que vous représentez aujourd'hui. C'est effectivement trois moyens de transport principaux. Donc, les pieds, je vous ai mis à gauche une campagne que j'ai beaucoup appréciée, qui m'a beaucoup fait rire, qui est une campagne de Bruxelles Mobilité. Donc, découvrez les pieds, une technologie du passé pensée pour le futur. Voilà. Pour les courtes distances, la marche est le plus efficace. Je pense que nous serons tous d'accord là-dessus. Alors, évidemment, le vélo, et tout type de vélo, je ne sais pas si vous savez, mais un Néerlandais a en moyenne 3 vélos et demi, possède 3 vélos et demi, c'est-à-dire que les Néerlandais, pour eux, le vélo, c'est vraiment un moyen de transport très utilitaire. Et ce n'est pas pour les loisirs, c'est pour certains pour des loisirs, mais pour l'immense majorité, surtout à Amsterdam, c'est quelque chose d'utilitaire. Donc, ils en ont un à la gare, ils en ont un sur leur lieu de travail, enfin bref, ils multiplient les vélos sans aucun problème. Et enfin, évidemment, les transports en commun, j'ai mis une illustration du train, mais Eric, bien entendu, tous les transports en commun sont concernés. Donc, on va revenir à vous quatre, qui êtes acteurs de la révolution de la mobilité, et je vais repasser de nouveau la parole à Noémie Rogeau. Est-ce que, Noémie, vous pouvez rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous proposez comme service et comme produit pour vos clients? Alors, ouais, l'idée, c'est vraiment d'offrir une alternative à la mobilité carbonée, j'ai envie de dire, avec tout un panel de solutions. Donc, on va généralement travailler sur des logiques de co-construction avec l'employeur. Et soit on va définir ensemble un plan pour déployer des sujets de mobilité durable. Donc, on peut travailler sur des choses un peu diverses et variées qui vont de l'animation à la mise en place d'une application de mobility as a service. Et donc, l'idée, c'est que le collaborateur, il prenne vraiment toutes les solutions de mobilité qui lui conviennent. Et là, on est sur des choses qui sont beaucoup plus personnalisées, à des solutions qui sont beaucoup plus sur catalogue, où on va être sur du vélo de fonction. Donc, le vélo de fonction, c'est l'idée de proposer une alternative. Alors, pas forcément à ceux qui ont une voiture de fonction, parce que c'est ce que disait Sébastien, les gens ont quand même du mal aujourd'hui à changer de mobilité et dans les packages salariaux, la voiture de fonction a une vraie place et c'est pas forcément très facile d'en changer. Donc, on peut basculer vers des logiques de crédit mobilité, mais l'idée, c'est plus d'être capable de proposer à l'ensemble des collaborateurs une solution de mobilité durable où le collaborateur a le vélo qui lui convient. À savoir, si c'est un jeune parent et qu'il a besoin de déposer ses enfants à l'école, on va plus partir sur du vélo cargo ou sur des solutions avec des sièges bébés ou avec des remorques. Et si au contraire, on est sur un cadre dirigeant qui va être en costume cravate ou en talons aiguilles et jupe crayon, on sera sur des vélos un peu plus particuliers. Ou si c'est quelqu'un qui habite en périurbain, on peut avoir des vélos à 45 km/h, etc., etc. Et la liste est assez longue. Et donc l'idée, c'est que le collaborateur a un vélo qui lui correspond et l'employeur participe au montant qui lui convient à cette mobilité durable. L'autre solution, ça peut être du vélo de service, donc c'est un peu la même logique que ce qu'on va avoir sur des véhicules de service. On a un pool de vélos partagés et les collaborateurs les empruntent pour leurs activités pro, etc. Et puis après, on participe justement à des challenges comme ça où on met en place des solutions d'animation pour pérenniser les démarches. Donc, c'est ce que je disais en début.
On n'a pas une solution miracle. Et aujourd'hui, le véhicule thermique est particulièrement bien ancré dans les mœurs des trajets domicile-travail. Et donc, si on veut changer et sensibiliser et faire en sorte que la démarche de mobilité durable soit pérenne en entreprise, il faut travailler, il faut animer et il faut sensibiliser de plus en plus de collaborateurs. Et donc, c'est de travailler sur, au début, ce qu'on appelle un peu des early adopters qui vont devenir les ambassadeurs, qui vont être des messagers, entre guillemets, et des bons exemples de mobilité durable dans l'entreprise qui vont créer une petite communauté. Et petit à petit, cette communauté va grandir et va faire en sorte que justement l'employeur soit de plus en plus modèle sur ces sujets-là. Et on se rend compte que ça a un impact forcément sur le bilan carbone de l'entreprise, ça a un impact sur la qualité de vie au travail de l'entreprise, et ça a des impacts assez importants sur toutes les parties prenantes, parce que quand vous mettez en place, par exemple, un parking vélo dans une entreprise, généralement, on le met devant l'accueil, et quand il y a un fournisseur ou un client ou n'importe qui vient dans l'entreprise, la première chose qu'il voit, généralement, c'est le parking. Et donc, quand on travaille sur les sujets de mobilité durable, forcément, c'est la chose qui est assez visible et qui est assez vite visible. Et donc, voilà, ça a des impacts assez intéressants. Et on se rend compte que voilà, travailler sur les sujets de mobilité, c'est aussi travailler sur un ensemble de l'entreprise ou de l'employeur au sens général, et que derrière, ça fait des petits, et c'est assez intéressant de travailler sur ces sujets-là. Merci beaucoup, Noémie. D'ailleurs, vous avez aussi quelque chose en ce qui concerne, directement, qui s'adresse directement aux collaborateurs qui ne seraient pas très à l'aise avec leur vélo. Vous faites aussi de la remise en selle, si vous pouvez nous dire rapidement un mot là-dessus. Oui, alors c'est ce que je disais en début de webinaire. Nous, on a commencé à travailler avec les entreprises tout simplement en faisant des animations, parce qu'on se posait la question de savoir quel était le business justement sur les entreprises. Et donc, on faisait des tests de vélo et on s'est rendu compte qu'on avait, alors, le chiffre, on l'a jamais mesuré très précisément, mais on l'estime aux alentours de 10% des gens qui venaient tester des vélos électriques chez nous lors d'animation. Donc, généralement, on travaille sur le midi ou sur une demi-journée en entreprise et on vient avec 5, 6, 10 vélos pour que les collaborateurs se mettent en selle. Et donc, on leur fait faire un petit tour de parking ou on leur fait faire une plus grosse balade, etc. Et on a à peu près 10% des gens qui viennent nous voir et qui viennent tester des vélos qui ne sont pas capables de faire un tour de parking en ayant l'équilibre, etc. Et donc, le boulot de ces animations, c'est aussi de remettre en selle ces gens-là et d'avoir un vrai travail là-dessus, parce que les 10% des gens qui viennent nous voir, c'est que la partie au-dessus de l'iceberg, et donc on se rend bien compte qu'il y a un vrai besoin là-dessus. Et mettre en selle ces gens-là, nous, on le voit assez régulièrement. À la fin de la petite animation, ils sont avec un sourire jusqu'aux oreilles et on a l'impression qu'on leur offre une liberté qu'ils avaient un peu perdue, etc. Et donc, voilà, ça permet d'offrir quelque chose de différent. Les modes actifs, c'est assez prouvé, ont un impact assez important sur la santé, sur le stress, etc. Et donc, remettre en selle les gens, ça peut être assez trivial. Et quand on se dit que le vélo, ça se perd pas, en fait, quand on n'a pas fait de vélo depuis 10 ans, honnêtement, on n'est pas du tout à l'aise. Et si on n'est pas à l'aise sur un parking, on n'est sûrement pas à l'aise sur l'espace public qui, comme le montrait Sébastien, peut être un peu dangereux. Donc voilà, il y a des vrais travaux de sensibilisation et d'accompagnement à faire là-dessus. Mais offrir cette sensibilisation, c'est aussi leur permettre d'offrir une liberté qui n'est pas forcément acquise pour tout le monde. Parfait, merci beaucoup Noémie. Du coup, évidemment, le lien est évident avec Justine. Justine, est-ce que vous pouvez détailler un petit peu ce que vous faites effectivement pour la reprise en main de la trottinette électrique quand on a quitté une patinette quand on était petit? On ne sait pas forcément rouler en trottinette électrique dans le trafic. Oui, merci Sébastien. Effectivement, c'est tout à fait ça. Nous, on intervient justement pour pallier à ce problème-là. Je rebondis également sur la chaussée qui n'est pas toujours idéale, et quand on ne circule pas sur les bons axes, c'est d'autant plus compliqué. Donc justement, nous, on est là pour ça. On a l'objectif en fait d'intervenir sur 3 piliers qui sont donc la sensibilisation, l'apprentissage et le partage. Toute la partie sensibilisation en fait qui va concerner les enjeux de l'écomobilité, la mobilité aujourd'hui, comment on se déplace, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour un petit peu diversifier son quotidien au niveau des transports. Toute la partie apprentissage qui concerne directement les règles de sécurité et de bonnes pratiques à respecter. Encore une fois, le code de la route, les équipements de sécurité, comment se comporter très exactement pour être sûr en fait, d'avoir un déplacement aussi bien responsable d'un point de vue de l'environnement que d'un point de vue de soi-même. Et toujours un moment de partage également, le moment de partage qui nous permet de soit pouvoir répondre à des irritants, à des problématiques, à des
des sujets en fait que les personnes aiment, que rencontreraient en fait dans leur quotidien et souhaiteraient évoquer avec nous, parce que souvent on a des fois envie de se lancer, mais on n'a pas forcément les clés. Et à ce moment-là, nous on est là justement pour rebondir sur toutes ces problématiques-là qui se présenteraient et puis pouvoir y répondre. Donc dans cette mesure-là, nous on va accompagner les collectivités. Donc, les villes qui mettent en place pas mal d'animations pour s'assurer que tout le monde se sert bien de la trottinette électrique. Généralement, on met à ce moment-là un stand de sensibilisation et un circuit d'essai pour que les personnes puissent aussi bien apprendre que pratiquer. On va intervenir auprès également des entreprises. Au niveau des entreprises, il y a toute la partie RSE qui s'occupe beaucoup en fait de la mobilité aussi et qui s'occupe aussi du bien-être de ses salariés, d'être sûr qu'ils se déplacent en toute sécurité. Donc, on va intervenir de ce point de vue-là. Les structures étudiantes également. On sera d'ailleurs prochainement à l'Université de Lille pour pouvoir guider un petit peu les étudiants dans leur nouvelle pratique si jamais ils décident d'utiliser la trottinette. On va accompagner les missions locales et les maisons de l'emploi également parce que la mobilité, c'est aussi un levier pour l'accès à l'emploi. Et on espère en tout cas permettre à certaines personnes qui, pour beaucoup, ont déjà refusé un emploi pour faute de moyens de transport et de mobilité. Il y a quand même plus de 25% des personnes qui ont déjà été dans cette situation. Et c'est dommage quand on a des moyens de se déplacer qui sont moins onéreux, plus respectueux de l'environnement et plus faciles d'accès que la voiture. Donc voilà sur ce sur quoi on intervient. Sur un format digital ou présentiel, du coup, on va essayer de faire le tour vraiment de toutes les questions liées à une nouvelle utilisation de la trottinette électrique, un petit peu du vélo également. Et on va intervenir, alors par exemple, on intervient avec Pôle emploi, avec la région Hauts-de-France notamment, la région Grand Est aussi, qui a formé tous ces agents des maisons de région. Le département de la Meurthe-et-Moselle, par rapport au collège, par exemple, on essaie de former le plus tôt possible aux bonnes pratiques. À partir de 12 ans, c'est important. Et puis, comme je vous disais, prochainement, Université de Lille et d'autres références encore que je serais ravie de partager si besoin. Très bien, merci beaucoup, Justine. Alors, vraiment, vos interventions tombent pile poil, si je puis dire. Effectivement, maintenant, je vais passer la parole à Eric, parce que vraiment, vos produits sont complémentaires de ce que font, en fait, effectivement, Toroul. Et je vous passe la parole, pardon. Oui, je disais tout à l'heure en introduction que notre jeune start-up a pour ambition de proposer des solutions pour lever ses freins à l'utilisation du vélo au quotidien et puis également des solutions donc, pour la sécurité du cycliste. Alors notre produit principal, vous l'avez vu en vidéo tout à l'heure, c'est celui qui s'affiche à gauche de l'écran. En fait, c'est une bulle de protection qui se déploie instantanément et qui s'adapte sur tous les vélos. Et puis, quand on n'en a plus besoin, vous pouvez voir toujours en bas à gauche là qu'on peut l'accrocher sur le porte-bagages où elle se porte comme un sac à main. La particularité par rapport à des produits qui ont pu ressembler par le passé, c'est qu'elle se porte comme un sac à dos, cette bulle de protection, et puis après, on vient la greffer sur l'avant du guidon. En l'occurrence, elle se greffe sur tous les guidons, y compris ceux de trottinettes. Voilà, donc on a mis 2 ans quand même en recherche et développement pour pouvoir travailler sur ce produit. Et on a travaillé particulièrement sur l'aspect sécuritaire du produit, par rapport à des notions de prise au vent, notamment. Voilà. On parlait de trottinette électrique juste avant. Je voudrais parler du vélo électrique, parce que c'est quand même un mode de transport qui a révolutionné le vélo. Et cet engouement pour le vélo électrique, il n'a pas réglé le problème de météo, puisqu'on a toujours ce problème de météo. Il a réglé des problèmes de distance. On pédale moins vite, on va plus loin, moins fort, on va plus loin. Il a résolu des problèmes de sudation, on pédale moins fort, on transpire moins. Mais effectivement, il y a toujours ce problème de météo. D'où cet équipement que nous proposons, qui est pas mal utilisé pour les vélos électriques. Et le vélo électrique est encore plus... il y a de l'accidentologie plus.
notamment auprès d'un public de seniors qui s'est remis au vélo, qui a redécouvert le vélo à travers le vélo électrique et qui n'est pas toujours aussi agile, hein, ce public de seniors. Donc, il y a un vrai souci. Donc, l'autre angle de développement de l'entreprise, c'est effectivement des produits pour la visibilité et la sécurité. Alors, vous voyez, la semaine dernière, on était au salon Eurobike, un vélo, on a présenté ce produit, hein, qui est un bracelet qui permet d'être clignotant et également rétroviseur. Voilà. On essaie d'être innovant à notre juste échelle. On a bien conscience qu'on présente une toute petite échelle et on compte beaucoup sur nos clients pour participer donc justement à lever les freins pour l'utilisation du vélo. Merci beaucoup, Eric. Je pense que c'est très clair, effectivement, et ça va bien compléter les offres précédentes. Donc maintenant, je vais passer la parole à Sylvain. Sylvain, tout à l'heure, vous nous avez présenté dans les grandes lignes tout ce que vous faisiez. En fait, il faudra un webinaire complet probablement pour en faire le tour. Mais là, effectivement, nous étions convenus de passer une petite vidéo et je voudrais que vous la commentiez. Je vais la passer évidemment sans le son. Ça marche. Bon, on va la laisser, de toute façon elle dure que quelques secondes. C'est une vidéo qui traite du sujet un des problèmes que l'on rencontre beaucoup, qui sont les angles morts sur les véhicules de bus. Donc là, ce que vous voyez, c'est le conducteur qui regarde dans ses rétroviseurs et qui ne voit rien de particulier. Alors que, voilà, ce qu'il y avait autour de lui. C'est une vidéo qui a été réalisée par l'Aftral, donc je leur remercie beaucoup. Je les remercie beaucoup. Quand vous conduisez un bus, ou en l'occurrence là c'est un camion, mais la problématique est exactement la même, les angles morts sont extrêmement préoccupants, prédominants. C'est quelque chose qu'on a en tant que piéton, en tant que cycliste, en tant qu'automobiliste, on n'a pas forcément l'impression qu'un véhicule comme ça, qui présente un immense pare-brise, des gros rétroviseurs sur les côtés, beaucoup de surface vitrée, a de tels angles morts. Mais en fait, voilà, cette vidéo illustre extrêmement bien ce sujet-là. Je pense que vous avez tous vu ces derniers mois, ou depuis à peu près 1 an, fleurir sur tous les véhicules de plus de 3,5 tonnes des petites affichettes attention aux angles morts. Voilà, cette vidéo permet de vraiment comprendre ce que c'est que cette problématique-là. Et nous, c'est vraiment un de nos sujets de préoccupation. Et alors, je rejoins du coup tout ce que j'ai pu entendre juste avant sur la remise en selle, sur les équipements de sécurité pour les cyclistes, sur les trottinettes électriques et tout ça. On a clairement besoin de vous pour faire passer aussi ces messages-là auprès des personnes et des publics que vous touchez. Nous, en interne, on forme nos conducteurs à, déjà, j'ai envie de vous dire, bien régler leur rétroviseur, puisque ça permet de mieux voir, à tout ce qui est l'éco-conduite, donc anticiper énormément les problématiques de sécurité. On va analyser l'intégralité de tous les accidents et de tous les sinistres que l'on peut avoir sur notre réseau. On va en tirer des enseignements. On va proposer auprès de la métropole de Lille éventuellement des aménagements de voirie pour pouvoir faciliter, alors en premier lieu, la circulation de nos bus, mais en règle générale, ça permet une meilleure cohabitation avec les autres usagers de la route. Voilà, c'est vraiment toutes ces actions-là qu'on mène au quotidien. Et si vous me le permettez, je crois qu'il y avait une diapo juste après que je voudrais me permettre de commenter également, qui correspond en fait à tous nos foyers d'accidents. Donc vous voyez chacun, alors là c'est les zones, on a un peu grisé, enfin, on va dire, on a
rendu ça un petit peu plus lisible pour tout le monde, mais sinon, toutes ces zones-là correspondent aux endroits où nous avons eu des sinistres sur la métropole. Donc, bon, sans aucune surprise, vous voyez bien que l'île Roubaix-Tourcoing, c'est les endroits où on a une plus grosse circulation de bus et donc nécessairement voilà, un peu plus d'accidents. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que derrière cette cartographie que vous voyez là, c'est des heures de travail, c'est des heures d'analyse d'accidents, de compréhension des événements, tout ça vraiment dans notre démarche de sécuriser notre réseau. Et ça fonctionne plutôt bien puisque je pense qu'on a à peu près diminué de 30 à 40% notre nombre de sinistres bus depuis une dizaine d'années. Donc on a vraiment une vraie démarche de sécurité qui s'améliore au sein de Keolis Lille Métropole Ilevia. Voilà ce que j'avais à dire. Je remets, je remets le couvert. Quand vous parlez de remise en selle aux gens, quand vous leur parlez d'utilisation des mobilités actives ou des mobilités douces, vous choisissez le terme, faites-leur bien comprendre que vraiment, et j'appelle aussi toutes les entreprises qui sont présentes, faites-leur bien comprendre que les bus qui circulent sur les mêmes chaussées que vous empruntez ont beaucoup de difficultés à bien pouvoir vous voir et donc votre visibilité et l'anticipation que vous pouvez donner au quotidien dans les mouvements que vous faites, ça permet de sécuriser bien tout le monde, quoi. Merci beaucoup Sylvain, c'est très clair et je rappelle, corrigez-moi si je me trompe, mais je crois que le plus grand nombre d'accidents graves qui arrivent à des piétons ou à des cyclistes sont les tournées à droite des gros véhicules, que ce soit effectivement camions, camionnettes ou bus ou cars. En règle générale, oui, c'est vrai que en plus des angles morts que vous avez vus là, où il y en a un autre qui est structurel, c'est-à-dire que vous avez le pare-brise et vous avez des montants latéraux sur les pare-brises qui génèrent eux-mêmes d'autres angles morts. Et lorsque les véhicules sont en giration à droite ou à gauche, ils peuvent ne pas voir non plus une personne qui est en train de progresser perpendiculairement au véhicule. Absolument. Alors, effectivement, c'est des accidents, c'est une des causes des accidents très graves que l'on peut avoir. Mais bon, je vous rassure, on a quand même chez nous très peu d'accidents graves. Ça doit représenter 1 pour 1500 ou 1 pour 10 000 accidents. Mais bon, néanmoins, c'est quelque chose qui est sur lequel on ne peut pas passer à côté. Merci beaucoup Sylvain. Donc moi je vais faire très vite parce que je vois que nous avons un tout petit peu dérapé, mais c'est pas grave, c'était vraiment intéressant. Je voulais surtout mettre l'accent sur 2 aspects qu'on développe beaucoup chez Easy Driver. C'est tout ce qui concerne l'éco-conduite et les mobilités douces et actives, nous venons d'en parler. Alors les mobilités douces et actives, encore une fois, c'est parce que c'est très bien pour effectivement nos déplacements du quotidien et nos petits déplacements. Et c'est très bon effectivement pour la planète, ça c'est sûr. Mais quand on utilise un véhicule thermique, il y a quelque chose qu'on ne sait pas en matière justement de prévention des émissions carbone, c'est que l'éco-conduite est probablement le levier le plus direct, le plus efficace qu'on peut mettre en œuvre. Voilà, on peut aller jusqu'à 15 voire 20% d'économie de carburant, donc finalement de gaz à effet de serre. Voilà, il suffit entre guillemets de rouler plutôt à 110 115 sur autoroute, de ne pas chercher à accélérer, de très bien anticiper. Et ce qu'il y a d'intéressant dans l'éco-conduite, c'est qu'à la fois, on va pouvoir réduire ses émissions de GES, mais en même temps, on va considérablement améliorer sa sécurité. Évidemment, vous imaginez bien que quelqu'un qui accélère plus doucement, qui anticipe, cherche tout le temps à regarder plus loin comment les choses se passent, est-ce qu'il doit lâcher son accélérateur, etc., a une bien plus grande conscience de son environnement. J'ai souvent coutume de dire, quand je m'adresse à un public, effectivement, pour le sensibiliser à un mode de conduite un petit peu différent, de dire, en fait, la conduite, c'est une occupation à 100%, à plein temps. On empêche, à juste titre, hein, les vélos d'avoir un casque, d'écouter de la musique, des choses comme ça, parce que ça les coûte de l'extérieur. Mais en revanche, il y a beaucoup d'automobilistes qui conduisent vraiment d'un œil. Et en fait, ce n'est pas du tout raisonnable et c'est extrêmement dangereux. D'autant qu'un véhicule d'une tonne 5 est plus dangereux qu'un véhicule d'une tonne 5 est plus dangereux qu'un vélo ou qu'un piéton dans tous les cas de figure. Écoutez, merci beaucoup à tous. Encore une fois, je ne remercie pas. Donc, ce qu'on a vu là, c'est
effectivement toute une palette de services et de produits qui visent à améliorer à la fois notre empreinte carbone et la qualité de nos déplacements et de notre santé et de plein de choses sur lesquelles on pourrait s'étendre. Malheureusement, nous n'avons pas le temps. Il faudrait faire vraiment un webinaire de 3 heures sur toutes ces questions, mais c'est avec plaisir. Donc, on va conclure ce petit atelier sur décarboner nos déplacements en toute sécurité. Et je vous repasse la parole, Thibaut. Et qu'est-ce que vous voulez nous dire pour conclure un petit peu ce... Écoutez, Sébastien, vous remerciez pas, mais moi je vous remercie pour la qualité de cet atelier en tout cas, et je remercie aussi tous les sponsors qui ont participé parce que c'était vraiment un bel atelier très intéressant et on peut être fier de notre challenge et de nos sponsors. Pour faire rapide, et effectivement on n'a plus trop de temps, je vous fais pas l'affront de vous rappeler les dates du challenge du 20 au 25 septembre. Je vous rappelle aussi que vous aurez certainement l'occasion de revoir, enfin vous reverrez ces différents sponsors lors de la cérémonie de remise des prix du challenge qui aura lieu pendant le World Forum du 22 au 24 novembre 2021. Écoutez, voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ce qu'on pourra faire également, c'est qu'au niveau des questions, ce qu'on vous propose de faire, c'est peut-être de nous les envoyer soit directement à Sébastien, soit à l'équipe d'organisation du challenge. On n'hésitera pas à vous les relayer. Et dernier point, on va mettre rapidement à disposition cette vidéo pour que vous puissiez la rediffuser, la réutiliser, la re-regarder parce qu'elle était de qualité. Donc, on peut vous encourager à la regarder. Une ou deux remarques ou questions, on peut peut-être en prendre une ou deux. Et bah, s'il y a des questions là qui n'hésitez pas à vous manifester. Voilà. On essaiera de vous répondre. Est-ce que quelqu'un aurait une question ou une demande d'éclaircissement ou une remarque à faire? Alors, dans le chat, on n'a pas eu spécialement de questions, enfin des questions un peu d'échange, de mise en relation, donc ça c'est fait. On a aussi la vidéo de Keolis qui a été partagée. Voilà, donc vous retrouverez les différentes vidéos aussi proposées dans le replay et je pense qu'elles sont sur YouTube, donc on pourra mettre des liens en fonction des dispos. Très bien, j'avais quelques petites dias au cas où, donc je vous montre ça très très rapidement. Voilà, on parle souvent d'urbanisme tactique, de coronapiste, etc. Et vous voyez comment l'espace public peut être transformé très rapidement et avec très peu de moyens. Alors, ça ne se fait pas toujours dans la bonne humeur, mais voilà. Juste une petite comparaison entre la rue de Rivoli en 2008 et en 2021. Je pense que quelqu'un qui aurait dû s'absenter ne la reconnaîtrait pas. Et moi qui suis un ancien Parisien, je dois dire que je pensais que la rue de Rivoli, je ne la connaîtrais jamais autrement que remplie de voitures. Ben voilà, tout a changé. Et j'avais deux petits schémas un petit peu moins rigolo sur effectivement les accidents très graves, donc les décès dans les trajets domicile-travail. Et on voit qu'on s'aperçoit qu'en fait, c'est une petite proportion des accidents qui en fait tuent énormément d'utilisateurs de deux roues. Ça, c'est parce que voilà, je pense qu'il faut attirer l'attention là-dessus. Et puis les décès, toujours pareil, liés au contexte, en fait. On s'aperçoit que sur les trajets connus sont extrêmement accidentogènes également, et pas simplement les trajets domicile-travail, les trajets professionnels. Voilà. Bon, en tout cas, merci à tous. Merci Lucille et Thibaut. Merci à nos intervenants. Et j'espère qu'effectivement, on aura l'occasion, pendant ce challenge de la mobilité, oui, c'est le mot qui est adapté, hein, c'est un challenge. Donc, on a un challenge à relever qui est très important, à la fois de décarboner et de sécuriser nos déplacements. Donc, j'espère que ça vous aura inspiré et que les uns et les autres, vous ferez en sorte qu'effectivement, on puisse se déplacer mieux dans tous les sens du terme. Voilà. Je vous remercie beaucoup, en tout cas. Merci, Sébastien. Et je vous souhaite une très bonne journée à tous. Merci, Bonne Sébastien. journée. Merci.